Vous êtes branchés sur les grandes lignes, rétrospectives dans cet épisode d'une exposition assez unique. Du 15 au 29 octobre 2022, la galerie Illa de Cirné à Pointe-aux-Canonniers proposait Voyage au gré des estampes japonaises. Titre évocateur pour cette expo rassemblant des xylographies ou gravures réalisées à l'aide de plaques en bois. Cette tradition japonaise de l'estampe, appelée aussi ukiyo-e, est apparue au Japon au XVIIe siècle et s'est popularisée au XIXe avec l'émancipation de toute une classe sociale. Les ukiyo-e marquent également l'avènement au Japon d'une démocratisation de l'art à travers la reproduction artisanale. L'estampe aura permis à l'art japonais de traverser les frontières tout en assurant une renommée mondiale à des artistes comme Hokusai ou encore Hiroshige. Graphisme, délicatesse et raffinement, place au voyage. Veuillez noter que certains intervenants préfèrent être titrés uniquement par leur prénom dans le cadre de ce reportage. Déjà, l'idée me trotte dans la tête depuis quelques années, mais il fallait que ça suive son chemin. Bon, surtout que réunir autant de pièces, c'est un travail d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et puis j'avais envie de le faire. C'était plus, comme le dit ma chère et tendre, me faire plaisir qu'autre chose. Je l'ai déjà fait à l'île de la Réunion il y a à peu près 18 ans de cela. Il y avait eu de l'intérêt, donc j'ai dit pourquoi pas tenter ici aussi, faire autre chose de différent et puis montrer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir et de connaître. Ces estampes japonaises sont vraiment fines et très appréciables, très jolies. J'ai beaucoup aimé les paysages, donc on a des paysages d'hiver, on a des paysages de printemps, certains paysages d'été qui sont assez différents et qui marquent vraiment les saisons. Cette galerie a beaucoup de courage de présenter des œuvres d'une exceptionnelle qualité comme les estampes japonaises qu'on voit aujourd'hui. Et je trouve qu'il faut saluer ce courage de présenter de telles œuvres d'art à Maurice, où il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de public averti pour ce genre d'œuvres. Surprenant, oui, mais tant mieux, vive la surprise. Hein. La vie est trop courte et il faut qu'elle soit remplie de surprises au quotidien. Effectivement, je salue l'audace de la galerie de présenter une collection telle que celle-ci parce que c'est effectivement pas du tout commun à Maurice. Mais en même temps, voilà, la culture doit s'exporter, doit voyager, doit être accessible à tous. Une introduction justement des estampes japonaises, de la tradition, de tout ce que cela comporte comme, voilà. Alors, l'estampe japonaise est née au début du 19e siècle, dans les années 1800-1810. Jusqu'alors, la peinture était réservée à une classe plutôt aristocratique. Dans cette période-là, 1800-1810, le Japon a retrouvé un semblant d'équilibre, une paix avec l'instauration du shogunat Tokugawa. Et donc la classe militaire dirigeante, en l'occurrence les daimyo, ont connu un certain affaiblissement qui s'est fait au profit d'une bourgeoisie naissante. Avec l'avènement de cette bourgeoisie, se sont créées différentes choses comme le kabuki, le no,
Et donc, au départ, les estampes étaient principalement des commandes d'éditeurs pour des acteurs, pour des courtisanes. Et ça a tout de suite été en vogue et ça a tout de suite connu un grand succès. Le fait que ça soit de la xylographie, cela voulait dire qu'on pouvait reproduire à un certain nombre d'exemplaires ces planches, et puis ça restait d'un coup relativement bon marché. La xylographie est arrivée au Japon en provenance de Chine vers le XIIe siècle et servait à l'époque principalement à l'illustration des livres traitant de religion, du bouddhisme et des choses comme ça. C'est simplement avec l'avènement de l'ukiyo-e que c'est démocratisé et s'est ouvert davantage cette tradition d'estampes et de xylographie. L'estampes japonaises, c'est de la xylographie, donc de la gravure sur bois. Principalement, ils utilisaient des planches de bois de cerisier. Pourquoi le cerisier? Parce qu'il était à la fois tendre à graver et résistant d'une certaine dureté quand même. En fait, donc, l'artiste faisait une œuvre en noir et blanc sur une feuille très très fine qu'on appelle l'anchita-e. Cette feuille était encollée sur une planche de bois et il transmettait la planche à un graveur. Le graveur creuse toutes les lignes, fait une première impression en noir et blanc. À partir de cette impression en noir et blanc, l'artiste définit les couleurs. Pour chaque couleur, il y a une nouvelle planche qui est gravée. Une fois que tous les blocs sont gravés, on transmet à un imprimeur qui va en assurer la mise en couleur. Une fois que le tout est terminé, donc c'est un process de calage très très minutieux pour arriver à ce que tout soit harmonieux. Et une fois que ça s'était terminé, c'était transmis à l'éditeur qui, quelquefois, en était le commanditaire, qui, lui, en assurait la diffusion commerciale. Si la diffusion commerciale était un succès, on regravait à l'identique les plaques, puisqu'une plaque a une durée de vie moyenne de 250 à 300 tirages grand maximum, parce qu'après, la plaque est usée, parce qu'en fait, on pose une feuille sur le bois, et avec un tampon et des feuilles de bambou qui s'appellent le barène, on frotte pour faire pénétrer la couleur dans le papier, mais en même temps, ça use... comme c'est très très fin, ça use les traits. Et donc, 250-300 passages. À partir de là, on recommence à l'identique, comme la vague de Hokusai. Du vivant d'Hokusai, il y en a peut-être eu entre 7 et 8 000 qui ont été tirés. Je trouve ça magnifique. Alors, certaines estampes me parlent beaucoup plus que d'autres, surtout les vagues, bien sûr. Elles sont les plus connues et en même temps celles qui me sensibilisent le plus. Après, il y a plein d'estampes sur des scènes de vie. On voit à travers ces estampes d'où tous les films d'animation japonais et tous les mangas ont puisé leur inspiration, notamment par exemple le studio Ghibli qui a réalisé les plus beaux films d'animation en japonais. Alors, les thématiques de l'ukiyo-e, c'est-à-dire c'est une période qui couvre
1800 jusqu'à fin d'époque Meiji, c'est-à-dire 1912. C'est principalement les sources d'intérêt de la classe bourgeoise et commerciale, c'est-à-dire le kabuki, le no, les courtisanes, les maisons de plaisir, le shunga, c'est-à-dire les estampes érotiques. Les choses un peu surnaturelles, les fantômes, la faune, la flore. Et puis après, on a eu, avec Hiroshige et Hokusai, les paysages et les vues célèbres du Japon, voire emblématiques du Japon. Je ne suis pas un grand amateur de stamps, mais je reconnais que c'est un art intéressant, très difficile et qui est très important parce que beaucoup de peintres ont eu recours aux stamps dans leur travail. Je trouve qu'il faut suivre l'art qui vient d'Asie parce qu'on s'appuie beaucoup sur l'art asiatique. Là, il y a eu d'ailleurs les orientalistes qui ont quitté leur pays, la France par exemple, pour aller peindre dans les pays comme l'Inde, comme le Japon, la Chine. Cette exposition d'estampes japonaises m'intéressait beaucoup parce que la vague de Hokusai, la vague de Kanagawa qu'on connaît tous, je trouve cette vague d'une exceptionnelle modernité alors qu'elle a été réalisée au XVIIIe siècle. Et c'est étonnant pour cette époque-là de représenter cet art d'une façon à la fois simple et complexe. Et ça résonne aujourd'hui avec les mangas notamment, les bandes dessinées. Et c'est pour ça que ça m'interpelle et que je trouve ces estampes, en particulier la vague, absolument remarquables. Et Hokusai est celui qui reste peut-être le plus en mémoire, comme, voilà, dont l'œuvre a été popularisée justement par cela. Il y a trois principalement. Il y a Utamaro qui était surtout connu pour ses portraits de jeunes femmes, de courtisanes. Il y a Hiroshige qui est connu pour ces estampes concernant la route du Tokaido. La route du Tokaido, c'est la route qui allait de Edo, à l'époque Tokyo, jusqu'à Kyoto. La route qui empruntait la côte. Et après, il y avait une autre route qu'il a illustrée aussi, qui s'appelait la Kisokaido, qui était une route qui partait toujours de Edo, Tokyo, jusqu'à Kyoto, mais par les montagnes. Donc Hiroshige est bien connu par cette série-là. Il a fait aussi des 100 vues d'Edo. Et Hokusai, lui, c'était au départ aussi pareil, des jeunes femmes. Et puis petit à petit, lui aussi est allé vers le paysage avec une première série très connue, mais qu'il a commencé relativement tardivement, puisqu'il était déjà presque âgé de 70 ans quand il a fait les 36 vues du mont Fuji. Et après, il a continué avec d'autres séries sur la mer, il a refait une autre série sur les 100 vues du mont Fuji, etc. etc. Mais les trois principaux acteurs majeurs de l'ukiyo-e, c'est Utamaro, Hiroshige et Hokusai. Moi, je suis habitué à l'exposition. Surtout mon camarade Pascal Soufflé est avec moi très souvent ici. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas une fan des temples japonais, non. Moi, une fan.
Oui, c'est moi des estampes plutôt, moi l'Opéra Virginie, moi des estampes aussi les autres, moi des estampes chinoises, moi aussi des estampes européennes, mais les estampes japonaises, moi pas trop, il y en a trop beaucoup chez moi. Au moins là, moi quand j'ai l'occasion, collectionne les estampes japonaises. Et là, vous trouvez qu'il est vraiment impressionnant, sa quantité de tableaux qui fait exposer, surtout pour une applique en porcelaine. Si on ne va pas tromper, on ne va pas connaître ça porcelaine ou faïence. Autour, il y a aussi toute une mise en contexte avec divers objets, justement, qui racontent des périodes durant lesquelles, justement, j'imagine, qui sont reliées à ces voilà. Bon, dans les objets qui sont présentés, beaucoup sont des objets usuels. Moi, j'aime les objets qui servent dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, il y a un objet qui s'appelle un yatate, qui est comme un petit fourreau de pipe, mais qui contient de l'encre de Chine et qui a un petit tuyau dans lequel on glissait un pinceau. Et ce yatate permettait aux gens qui savaient écrire, de pouvoir écrire n'importe où, puisqu'il y avait ce godet d'encre de Chine, ce pinceau, et donc il suffisait simplement d'avoir un peu d'eau et on pouvait écrire un petit peu partout. On va dire c'est un peu l'ancêtre du stylo bille, d'une certaine manière. Après, il y a les netsuke. Les netsuke, c'est des petits personnages qu'on passait dans la ceinture, des kimonos, des vêtements japonais qui permettaient de tenir en l'occurrence ce yatate ou une petite boîte qui s'appelait un inro qui était un pilulier. Bon, j'ai des céramiques traditionnelles, des plaques d'estampes, des sculptures, enfin plein de choses de la vie qui ne sont pas forcément d'époque. Hein. Le casque samouraï n'est pas d'époque Edo, hein, c'est une copie qui a été faite pour le cinéma. Mais voilà, ça montre aussi des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Tout cet engouement pour l'art et la culture japonaise, c'est un intérêt de galeriste ou bien c'est aussi une curiosité? Je sais pas, c'est quelque chose d'émotionnel, de personnel? C'est quelque chose de personnel avant tout d'abord, puisque quand j'ai fait mes études, j'ai fait une année de japonais. En fait, je faisais du chinois, mais j'ai fait une année j'ai pris des unités de valeur de civilisation japonaise. Donc déjà, ça m'avait intéressé à l'époque. Et puis surtout, je suis allé au Japon en 1985. Et donc ça a été une révélation, un choc, un voyage qui m'a vraiment marqué par rapport à cette découverte d'un pays avec ce contexte très moderne, d'une civilisation très avancée, et puis cette préservation des traditions et des choses du passé. La culture japonaise, alors j'ai eu la chance d'aller au Japon et d'y rester 3 mois, mais il y a bien longtemps de ça, il y a une trentaine d'années. J'avais adoré parce que c'est une culture complètement opposée à la culture occidentale. On n'a pas du tout les mêmes repères, et la même histoire et la même façon de voir les choses, le même rapport aux choses, etc. Et c'est vrai que la sensibilité, l'art du détail dans la culture japonaise, tout le côté mise en scène, spiritualité, je sais pas, les geishas, la cérémonie du thé, etc. C'est passionnant, ça attire le respect. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Il y a des gens qui s'y connaissent. J'ai vendu
à des Suédois, à des Danois, à des Français, des touristes en plus qui sont passés devant, qui ont vu et qui n'avaient jamais acheté d'estampes. Et puis en même temps, bon, c'est aussi faire découvrir autre chose. Ne pas s'enfermer, vous me connaissez, j'aime montrer des choses un peu différentes les unes des autres, que ce soit les cartes, que ce soit, j'ai fait venir malgache, indien, etc. Donc moi j'aime montrer, je ne veux pas m'enfermer dans une catégorie ou dans un style, donc c'était montrer autre chose, une autre technique que l'on ne connaît pas forcément, et après ça plaît pas, ça... c'est dans la nature des choses. Alors, il y a deux choses. Il y a des pièces originales du 19e siècle, et puis après, il y a ces estampes qui sont issues de blocs regravés. Comme la vague de Hokusai, aujourd'hui, une vague datant du 19e siècle, c'est intouchable, financièrement parlant. Donc, en fait, il existe toujours des maisons d'édition au Japon, il n'y en a pas beaucoup, 3 ou 4, mais qui travaillent selon les techniques du 19e siècle et reproduisent la vague. Il n'y a pas de différence du tout avec la vague originale. C'est la même taille, il n'y a pas une différence. La seule chose qui change, c'est les couleurs. Parce qu'à l'époque, on utilisait des pigments plus naturels et c'est simplement vers la fin du 19e siècle qu'on a commencé à utiliser des couleurs synthétiques. Et en l'occurrence, avec cette arrivée du bleu de Prusse qui venait d'Allemagne et qui a révolutionné la couleur dans les estampes japonaises. Alors justement, lorsqu'on a une passion comme cela, comment se procure-t-on ces pièces-là? On vérifie à chaque fois des enchères en ligne ou bien il faut se déplacer? Non, alors principalement la chance qu'on a aujourd'hui avec Internet, c'est qu'on peut aller dans le monde entier et acheter tout ce qu'on veut à l'autre bout de la planète. Donc en fait, ayant déjà fait il y a 18 ans une exposition d'art d'estampes japonaises et d'objets, j'ai gardé des contacts, pour en avoir toujours acheté un petit peu, j'ai gardé des contacts avec les marchands avec lesquels j'ai travaillé à l'époque. Donc principalement, ça vient des États-Unis et du Japon. Le Japon pour la plus grande majorité, et puis j'ai un marchand aux États-Unis aussi, et puis bon, j'ai acheté quelques-unes dans des ventes en ligne aux États-Unis, au Japon, en France, mais la plus grande majorité ont été achetées au Japon, mais en ligne. Je ne suis pas allé les chercher de moi-même. Mais encore faut-il s'assurer justement de connaître les bonnes... pour ne pas se faire embobiner. Après, de toute façon, une estampe, pour être sûr de son originalité, il faut qu'on voit le passage de la couleur au dos. Donc les marchands, quand ils la présentent, les gens qui vendent en ligne, montrent toujours la partie peinte et le dos de l'estampe. C'est comme un Malcolm de Chazal. Si on ne regarde pas le dos du Malcolm de Chazal, on peut se faire avoir. Mais un dos d'une œuvre de Malcolm de Chazal, comment dirais-je, c'est marqué et à ce moment-là, on ne s'y trompe pas. Ben, l'estampe, c'est un peu la même chose. Il y a ce passage de la couleur avec ses traits, on ne se trompe pas. Après, il n'y a pas de faux, hein. Ça n'existe pas. Hein. Les faux pour ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a des gens qui font de la reproduction, qui vendent des images scannées, mais en règle générale, non. Et puis, bon, dans ces ventes spécialisées, il y a toujours des experts, donc c'est toujours certifié, et il n'y a pas de risque de se faire avoir.
Voyage au gré des estampes japonaises prenait fin ce 29 octobre 2022. La galerie Illa d'Ocierné conserve soigneusement sa collection d'estampes. Elles sont toujours accessibles sur rendez-vous aux amateurs du pays du soleil levant et aux collectionneurs avertis. Point final à cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.